Ce sont les russophones qui se sont fait agresser et massacrer. Ils se sont défendus, mais même la police laissait faire. D'ailleurs, je tiens à remercier vraiment les gens qui nous ont aidés, parce que c'est essentiellement des Français qui nous ont fait parvenir tous ces colis de médicaments. Dans la guerre américaine, prioritairement, on s'attaque aux civils. Et c'est efficace. Les accords de Minsk ont aussi peut-être servi à évacuer ces fameux instructeurs des forces spéciales américaines. Un camarade milicien, parce que je le connaissais en plus, mais on l'a clairement identifié sur une vidéo. Il était prisonnier au village de Chirokino, et il était prisonnier par le bataillon Azov, et il s'est fait crucifier et brûler par eux. Certains disaient Poutine a lâché le Donbass, mais c'est un raccourci de dire ça. Non. Et la Syrie est un autre champ de bataille qu'il faut absolument gagner, et surtout que la Syrie ne doit pas tomber. C'est l'arme numéro 1, la communication. Ça, faut bien le comprendre. C'est l'arme qu'a utilisé l'ennemi, et il est temps qu'on sache s'en servir. Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne, donc désormais comme tout lundi, mercredi, vendredi, de 21h à minuit sur metatv.org. C'est la saison 3, donc un grand bonjour évidemment à la régie avec nous, à tous les modérateurs connectés, à tous les métanautes pour une soirée exceptionnelle avec Victor Alfonso Lenta et Alain Benajam. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bon, Alain, on ne me présente plus, hein, habitué, non. On en parlait. Hein, t'es cramé même au très haut niveau, tout le monde sait que tu viens ici. Victor, bah toi, c'est la première fois que tu viens. Hein, tu arrives directement du Donbass, donc c'est pas, on va dire que c'est pas commun. C'est plutôt, on avait reçu ici par Skype où tu étais là, présent également Alain avec Erwan Castel, et là, bah, on est enchanté de ta présence pour nous délivrer ton témoignage et ton expérience sur cette guerre qui n'est pas commune et qui est très très importante. Un conflit d'ailleurs qui a été médiatisé, je pense, un peu dans ses débuts, puis aujourd'hui un petit peu laissé aux oubliettes, on va dire. Les médias ne nous donnent pas trop de nouvelles sur ce qui se passe, alors qu'il se passe beaucoup de choses. Alors pour revenir à la genèse de ce conflit, pour que un peu tout le monde comprenne, bon, ceux qui n'ont pas assisté aux épisodes précédents, on va dire changement de gouvernement en Ukraine avec ce qu'on appelle désormais un coup d'État, qu'on appelle le Maïdan, la révolution de couleur, ouais. Voilà, révolution de couleur. La main des États-Unis, clairement, hein, on a eu la preuve avec même les fameuses communications de Victoria Nuland qui s'est fait, que les Russes nous ont bien gentiment, je pense, fait parvenir, en tout cas qu'on fuitait dans la presse, et où on entend clairement que il y a une main occidentale et américaine derrière pour avoir, on va dire, encouragé et un changement de régime en fait dans cette région. Et à partir de là, donc l'ancien président Yanukovych, qui s'est fait renverser, on va dire, du jour au lendemain, remplacé par une nouvelle équipe avec à sa tête Porochenko, qui va déclencher le feu aux poudres immédiatement en prenant une de ses premières mesures, qui était d'abolir la langue russe. Les langues régionales, enfin la langue régionale russe. D'accord. Cette langue russe qui est parlée dans 13 régions de l'Ukraine sur 27. Donc on peut comprendre que toute la partie orientale, toute la partie est, quand ils ont eu ça, il y a eu une réaction immédiate populaire. En fait, au début, ce conflit du Donbass, on a souvent dit les séparatistes, c'était pas du tout des séparatistes, c'était juste la population qui voulait défendre son identité culturelle, revendiquer ses droits. Ils voyaient ce qui se passait à Kiev, des manifestations ultra-violentes, financées et supportées par l'argent des Américains. Ces organisations-là, il y avait pas mal de hooligans de pays étrangers, il y avait une sorte d'espèce de légion étrangère là-bas, sur la place du Maïdan, pas mal de casseurs qui ont été amenés par bus. Les bus ont été financés, ils ont pris des gens dans les stades, des hooligans, des tapeurs, pour aller affronter le Berkout. Et tout ça sur coup de propagande russophobe, puisque clairement, c'était pour... tout ce Maïdan, ce qu'on peut en retenir, c'est que les revendications sociales de base ont été vite mises de côté pour orienter cette révolution vers une alliance avec l'Union européenne, en soutien avec les États-Unis et contre la Russie. Donc il y a une propagande très russophobe. Alors on peut comprendre que les populations russophones du Donbass se sont légitimement révoltées. Mais au début, c'est juste des manifestations pacifiques. Pacifiques, ouais. Oui, qui ont vite dégénéré avec la violence policière qui a été répliquée, je pense, à Odessa. Alors, c'est ce que j'allais dire, c'est l'épisode d'Odessa avec on va dire, c'est quoi alors,
massacre, je sais pas comment on appelle ça, c'est False flag. False flag, False oui, flag oui. qui se termine sur un massacre. Voilà. C'est un massacre, oui. Puis, actuellement, on ne connaît pas réellement le nombre de morts. Hein. Officiellement, c'est 50. Il y en a qui parlent de 200. Voilà, on ne sait pas trop. Parce que c'est un bâtiment, donc on a vu des C'était le images bâtiment horribles des syndicats. des syndicats, ouais. beaucoup fréquentés par des rouges, par des communistes, hein, par la gauche, quoi. Et donc ces gens-là, ils ont pris au début fait et cause contre le coup d'État, et donc ils se sont rassemblés. Là, c'était pour le 1er mai. Ils ont commencé. 1er mai et 2 mai, effectivement. Ouais. Ils ont fait des manifestations. Des manifestations. Il y a eu, parce qu'il y avait quand même faut le reconnaître, quelques manifestations pro-ukrainiennes. Et puis il y avait, mais en fait c'était même pas à l'époque des séparatistes, c'est ce qu'on appelait des fédéralistes. Ils voulaient la fédéralisation de l'Ukraine, ça veut dire une forte autonomie du Donbass. On parlait même pas de séparatisme à l'époque, hein, tout simplement. Et comme on l'a pu voir sur des blogs de réinformation, on voit clairement des gens du côté des fédéralistes, on voit des gens cagoulés avec des rubans de Saint-Georges en train de tirer sur les manifestations pro-ukrainiennes et sur la police. Et après, on retrouve ces mêmes personnes, avec l'aide des caméras et des photos, du côté protégé par la police ukrainienne. Ensuite, on voit clairement la réplique policière, c'est repousser les fédéralistes vers la maison des syndicats, se faire enfermer. Là, les pro-ukrainiens qui lancent des cocktails Molotov, et on voit également, je crois que c'est Erwan Castal d'ailleurs, puisqu'il avait fait un travail là-dessus, qui montre clairement qu'il y avait également des gens sur le toit qui portaient le badge. Il y avait des gens à l'intérieur qui ont mis le feu d'eux-mêmes. Qui ont mis le feu et qui ont assassiné des gens, puisque tout le monde voit la photo de cette femme enceinte qui est égorgée, des gens qui ont été tués dans le bâtiment à feu, à l'arme blanche. Ouais. Donc c'était un massacre de terreur pour dissuader les gens de s'opposer au pouvoir en place. Ouais. Mais du coup, ça a eu l'effet inverse. C'est une radicalisation clairement du côté des russophones. Eux, ils réclamaient juste qu'on revienne sur cette abrogation sur cette charte des langues régionales. Ils réclamaient juste la fédéralisation de l'Ukraine. On ne parlait pas de séparatisme encore. Mais quand il y a eu ce massacre, et effectivement, on peut comprendre la radicalisation, et là, où ils commencent à proclamer la République populaire d'Odessa, République populaire de Donetsk, etc. Et donc là, ce qui se passe, donc grand mouvement populaire, les gens prennent les armes, parce qu'on a vu un peu ça, on avait l'impression de voir, en fait, j'ai envie de dire, le peuple, le kidam, prendre des armes. Ils vont vers les bâtiments officiels, les centres de police, les mairies et tout ça, ils prennent des armes, c'est un grand mot, il n'y avait pas grand-chose en armes, j'appelle pas ça prendre les armes, c'était très peu, mais ils occupent les bâtiments officiels, ils enlèvent le drapeau de l'Ukraine, ils mettent le drapeau russe et le drapeau de la République populaire. Oui, ils reprennent les institutions, puisqu'ils estiment que les institutions ne les protègent plus. Mais même des fois, c'était le maire d'une ville qui disait bon moi je passe du côté russophone. Parce qu'en fait, cette population-là, elle est russophone. Donc même la police. En Occident, parce que souvent on nous présente ça, mais en Occident on oublie que ces gens-là parlent russe, sentent russe. Et puis on présente ça comme une agression russe, mais non, ce sont les russophones qui se sont fait agresser et massacrer. Ils se sont défendus, mais même la police laissait faire. Enfin, c'était pas, c'est eux qui ont été agressés. Ça peut pas être une agression russe puisqu'ils sont russophones. À l'époque, il n'y avait pas du tout de Russes de Russie là-bas. C'était uniquement le peuple. C'était une réaction populaire. Et donc la réaction du pouvoir de Kiev, c'est quoi? C'est d'envoyer des troupes, parce qu'on a parlé beaucoup d'utilisation de mercenaires du côté de Kiev. Bon, au début, avant que le conflit, avant que ça dégénère réellement en conflit armé, c'est comme ce qui leur reste de police et tout ça et d'armée qui y vont. Et qui vont pas de main morte apparemment. Donc là, j'ai plus vraiment souvenir exactement, mais c'est vrai, on voit des arrestations très fortes, on voit la population, enfin des gens avec des cagoules arrêtés, ficelés comme des saucissons, embarqués, des enlèvements et tout ça. Ça commence, c'est quand même assez, ça fait assez quand même pouvoir dictatorial, des arrestations arbitraires, des gens qui disparaissent. Donc il y a eu, parce qu'ils essaient de trouver les leaders politiques et tout ça, donc il y a eu clairement une tentative dès le début
de répliquer face à cette révolte par la violence. Ouais, un peu remonter dans l'histoire, parce que l'Ukraine est une fabrication de l'URSS, pure et simple, c'est une fabrication un peu administrative, et quand il y avait l'URSS, bon, il y avait des limitations régionales, mais les gens bougeaient beaucoup. C'est-à-dire que le bassin du Donbass et la région de Kharkov, toute cette est de l'Ukraine qui était extrêmement industrialisée. Moi, j'y étais dans les années 1990-92, dans cette région auprès du complexe militaro-industriel soviétique. Hein, cette région-là, c'était une des régions les plus riches du RSS et les plus industrialisées. Donc il y a beaucoup de Russes qui sont venus s'installer dans cette région-là. Comme il y a beaucoup d'ailleurs d'Ukrainiens qui s'installaient ailleurs. Donc, en plus que cette région est traditionnellement russophone, des Russes sont venus s'installer là, quoi. Ça a encore accumulé la densité de Russes. Sachant que si on remonte encore plus loin dans l'histoire, Kiev est un peu les origines de la civilisation russe. L'orthodoxie, ça. On disait la Rousse de Kiev. La Rousse de Kiev, effectivement. Donc, pour vraiment des partisans de la Grande Russie, certains disaient, j'entendais dire, oui, mais pour aller jusqu'à Kiev, on est légitime. Hein. Ça, c'est entendu. Mais effectivement, sur des faits historiques, oui. Effectivement, voilà, le Dniepr pourrait servir très bien de délimitation clairement à cette nouvelle Russie dont on va parler plus tard. Alors donc, après, le pouvoir de Kiev, visiblement, réagit violemment en fait à cette, on va dire, cette insurrection du Donbass, en envoyant des troupes, c'est ça, il lance l'opération antiterroriste dès le début. Hein, c'est Poroshenko qui avait dit à partir de telle limite, de l'autre côté, c'est tous des terroristes. D'accord. Oui, non, mais il avait pas fait il avait fait, tous les hommes en armes, les femmes, les enfants, c'est tous des terroristes. Il avait été très très violent. Enfin, il y a des messages très virulents de la part autant des organisations ultranationalistes ukrainiennes que de la part du gouvernement. Hein, d'accord, d'accord. Donc ça veut dire que donc ce pouvoir, il intervient violemment, et là, qu'est-ce qui se passe pour que ça dégénère comme ça dans la guerre, en fait? C'est à quel moment ça bascule vraiment dans une guerre? C'est la réaction des gens. Bon, alors après l'épisode, évidemment, d'Odessa, on a bien compris que ça radicalise certainement les forces. Mais à un moment donné, on voit bien que ça bascule en guerre, quoi, clairement. C'est-à-dire que... C'est l'agression de l'État ukrainien. Quand il décide de lancer son opération anti-terroriste, il envoie son armée. On voit les chars qui arrivent sur Slaviansk, et donc là on voit, donc j'ai fait quelques articles à l'époque, hein, on voit l'armée ukrainienne d'abord, hein, c'est l'armée, ce sont des conscrits, et on voit les chars qui sont arrêtés par les babouchkas. Tu vois, on voit les babouchkas qui se mettent devant, qui se mettent devant les chars. On a vu ça, oui. Voilà. Et donc les gens sont déconcertés. Tu vois, les gens, ils montent on voit les femmes qui montent sur les chars, hein, qui donnent à manger, à boire aux conscrits. On voit une espèce parfois de fraternisation entre l'armée ukrainienne et puis les gens. Et puis, ils envoient à Kramatorsk, hein, un général. Tu vois, ils envoient avec des hélicoptères, ils envoient un général. Le général, il se fait claquer par les gens. Tu vois, on voit complètement malmené par les bonnes femmes, par les gens, tu vois. Et donc, les gens de Slaviansk, ils piquent 3 BMP. BMP, c'est quoi? C'est des appareils blindés? Non, les BMP, c'est des véhicules de troupes. Ah, des véhicules de transport de troupes, d'accord. Donc, ils les piquent. Hop, ils se barrent avec, et puis il y a quelques soldats qui désertent. Donc la première opération antiterroriste, eh bien, elle échoue. Mais dans le même temps, sur Kramatorsk arrivent des troupes, et c'est là où il y a les premiers morts. Sur l'aérodrome de Kramatorsk, il y a les premiers morts, et quelques jours après, hein, il y a des partisans, certainement avec Strelkov, qui arrivent, ils balancent un RPG dans un hélicoptère. Donc c'est le premier truc, paf, t'as un hélicoptère, un Mi-24 qui explose. Voilà, et là, après, ça commence. Alors, Kiev, au lieu
d'envoyer quelques... Ils croyaient, si tu veux, que les gens allaient se dire rapidement dispersés. Et donc c'est l'escalade du côté de Kiev, et c'est l'escalade du côté du Donbass, et il y a la guerre qui commence à se mener autour de Kramatorsk et Slaviansk, avec le mont là où il y avait toute l'artillerie ukrainienne était là-bas. Voilà, donc là ça commence sur Slaviansk, et puis Strelkov arrive pour organiser Slaviansk, tout ça. Voilà. Et pour même organiser la résistance du Donbass à l'époque. Voilà. Oui, c'est qui ce personnage on peut... Alors Igor Strelkov, c'était le chef de la résistance russophone du Donbass à ses débuts. Oui. C'est lui qui l'a organisé. C'est lui qui en était l'image aussi. Parce que il était connu partout. C'était un héros. Et comme a dit Alain, il a défendu Slaviansk, et puis il a surtout organisé la retraite de Slaviansk. Ouais. Beaucoup disaient que c'était une défaite, non, c'était une retraite, ce qui permettait de sauver la République populaire de Donetsk avec sa capitale Donetsk. Ouais. Et c'est lui qui était un très grand stratège des premiers temps. Et donc, parce qu'on a vu, alors cette armée ukrainienne, on a vu plein d'images ensuite qui subit quoi, des défaites quand même, ça se passe. C'est une armée de conscrits. Donc c'est le service militaire, ça a été la conscription, donc on fait venir les jeunes hommes, on appelle telle classe, telle classe, telle classe. Je pense qu'ils ont été formés très très rapidement, voire même pas formés du tout, et envoyés directement au combat. Face à peut-être déjà des volontaires russes qui avaient l'expérience de l'armée soviétique ou même des guerres de Tchétchénie. Donc face à la guerre de guérilla, une armée traditionnelle mal entraînée, elle pouvait prendre que des revers. Voilà. Donc après, il y a eu la volonté également de former des bataillons spéciaux avec des gens motivés, politisés. Parce que l'armée ukrainienne, les conscrits au début, ils n'avaient pas vraiment envie d'aller faire la guerre. C'était moi qui suis passé par Kiev pour me rendre dans le Donbass. J'ai eu l'occasion de parler avec un pilote d'avion de transport ukrainien, un jeune, très très jeune. Il me disait, mais j'ai pas du tout envie de retourner là-bas. Il me dit déjà, c'est une vraie guerre. Il dit c'est pas des terroristes, et il me dit on est obligé de faire des manœuvres tactiques de folie pour éviter de se faire descendre. Il dit j'ai perdu hier mon meilleur ami là-bas. Il me dit c'est une véritable guerre. Et en plus ils n'avaient pas vraiment envie d'aller faire la guerre. Beaucoup de gens ne comprenaient pas pourquoi. En plus, c'est quoi, une guerre entre Ukrainiens, j'ai envie de dire. Une guerre entre Slaves. Entre Slaves. Une guerre fratricide. C'est une guerre civile. Enfin, ceux qui s'affrontent, ils ont appartenu à la même nation. Même si pour moi, le concept de nation est à revoir peut-être dans ce cas-là, mais ils ont été frères. Ils étaient Slaves en tout cas. Au moins, c'est des frères ethniques là-dessus. Ouais. Alors, justement, comme ça, c'est bien parce que ça permet de faire une transition, parce qu'on arrive à toi et ces brigades. Je ne suis pas international, on peut dire ça. Oui, voilà. Très tôt, dès que les républiques populaires ont été faites, il y a eu un appel aux volontaires. Aux volontaires, oui. Alors, aux volontaires internationaux. Déjà, les Russes ont toujours eu le culte du volontariat. Ça, on le revoit très bien dans la guerre, je ne veux pas faire d'erreur historique, Alain et moi. En 2008, les Russes, le conflit qu'il y avait eu c'était en Géorgie, je crois. Géorgie, oui, là aussi, j'avais lu un livre dessus. Il y a déjà des volontaires qui vont supporter. C'était le conflit. Oui, entre l'Ossétie et l'Abkhazie, d'accord. Il y a déjà des volontaires, des anciens de la Tchétchénie, de l'armée soviétique, qui vont là-bas supporter. Et là, à nouveau, gros appel aux volontaires internationaux, enfin surtout au début, russophones. Et après, ça a très vite parti en volontariat internationaux. Alors, ce sont les Espagnols, les antifascistes espagnols qui ont répondu présent en premier. Ça a été les premiers volontaires de l'Europe occidentale arrivés dans le Donbass. Ils sont arrivés. Des communistes ? Les antifascistes espagnols. Les antifascistes. Ouais. Je pense communistes. Ils arrivent avec leur drapeau républicain. Voilà, eux ils arrivent. Deux volontaires, j'ai oublié leur nom. Ils arrivent, je crois, quelques semaines avant moi. Et mon groupe, ouais, effectivement. Mais il y avait avant, parce que j'avais rencontré une jeune femme par l'intermédiaire de Facebook, dont l'ami, qui était un franco-syro-russe ancien de la Légion, qui était à Slaviansk. Tu m'en avais parlé, et puis il a vu tout son bataillon. Et elle m'a dit, attention, c'est là où on s'est rencontrés. Elle m'a dit, dans les premiers durs combats de Slaviansk, il y avait 50% de pertes du côté républicain. Bon, on en parlera plus tard des pertes militaires. Effectivement, oui, les premiers temps, cette armée de volontariat, ces milices populaires. Mais comment c'est qui a organisé ça au départ, par exemple? Bon, bien sûr, hein, si c'est les détails, tu peux pas nous expliquer, pas de souci, mais
Comment ça s'organise? C'est-à-dire quoi? En fait, il y a eu l'appel aux volontaires de la part de la République populaire de Donetsk naissante. Strelkov a lui aussi fait ses appels aux volontaires. Chaque réseau faisait ses appels aux volontaires. Les eurasistes, un courant géopolitique en Russie, disaient aussi il faut absolument aller soutenir le Donbass, on va créer un réseau. Ils avaient même fait une page internet où il fallait mettre son nom, son numéro de passeport et tout ça. Bon, après, l'organisation n'a pas suivi. Mais chaque courant pro-russe relayait l'appel aux volontaires. Donc nous, depuis l'Occident sur Internet, on disait ah bah ça y est, on peut y aller, il y a des organisations, tout ça. En fait, ils faisaient l'appel, mais il n'y avait pas de véritable structure pour des non-russophones pour nous accueillir et nous aider. Donc ce qui fait que nous, on a commencé à voir Alain, voir comment fallait faire, s'il avait des contacts là-bas, je me rappelle. Alain recruteur. Non mais c'est la vérité. C'est marrant parce que bon, c'est un épisode qui nous lie parce que bon, moi j'ai 70 ans, hein, je vais pas faire le coup de feu là-bas et donc moi je viens du réseau Voltaire, organisation qui vient de la gauche, hein, on nous traitait de gauchistes. Moi, je suis oui, en plus, t'as fait 20 ans de PC quand même. Quoi. Voilà, la gauche classique. Et puis, j'avais connu Guillaume Cuvelier, Guillaume Lenormand, dans des différentes manifs, peut-être qu'il était là, pour la Syrie. Même pour la Syrie, hein, oui. Pour la Syrie. Hein, il y avait des gens de la 3e voie, des potes de Serge Ayoub, qui venaient tout le temps pour la Libye. C'était pour la Libye. Pour la Libye. J'ai connu Guillaume. Et puis on avait sympathisé, et un jour il m'appelle, il me dit bah tiens tu pourrais venir, on fait une réunion, voilà, on voudrait partir dans le... Je dis mais pourquoi vous vous adressez à moi, je veux dire que... Et en plus moi il y avait la fille qui me disait ah oui mais il y a beaucoup de pertes, les combats sont très très durs, et ils viennent me voir moi pour me demander mon avis. Et pour voir si j'avais des réseaux pour les conduire là-bas, quoi. Alors bon, on a fait une réunion dans un café, ouais, dans un bar, hein, et puis ils m'expliquent leur truc. Et eux, ils viennent de ce qu'on peut appeler l'extrême droite classique, quoi, dans le temps. Maintenant, ça veut plus rien dire. Oui. Mais dans le temps, on appelait ça l'extrême droite, des nationalistes. Et alors c'est curieux qu'il faut appel à un mec qui vient de la gauche pour ça. Et moi je les ai écoutés, il y avait 5-6 mecs, hein. Il y avait Nicolas, il y avait Nicolas Perovic, Michael, il y avait Darko, oui, moi-même et... Vous étiez 6, hein. Ouais. Voilà. Et donc ils m'expliquent leur truc. Voilà, on veut faire ça. Et puis moi, j'ai des idées un peu stéréotypées. Normalement, sur les nationalistes, les mecs d'extrême droite, ils disent bon, les fachos. Et puis, il m'explique, surtout lui, qui est très, très politique, Victor. Hein, mais il explique le truc, mais avec une vision politique extrêmement claire et bien construite. Tu vois, j'ai pensé, tiens, ce mec-là, il y a 30 ans, je le faisais adhérer au Parti communiste. Ben oui, moi j'ai 29 ans de Parti communiste, si tu veux, avec une explication de ce qu'est l'impérialisme, hein, la raison de leur engagement, un truc carré, nickel chrome, ben moi je suis resté comme deux ronds de flanc. J'étais stupéfait. Et au début, je pensais leur dire, mais les gars, vous allez péter un câble, vous n'allez pas aller là-bas, vous n'allez pas revenir, enfin. Puis en plus, il faut y aller. C'est un sacré problème. Et puis... à la fin, j'ai dit, bon, chapeau les mecs, hein. J'ai dit, vraiment, je vous tire mon chapeau, quoi, parce que c'est un engagement extraordinaire, quoi. Moi, j'étais stupéfait et impressionné, et également par la motivation politique, qui était extrêmement bien construite, quoi. C'était pas un truc romantique de coup de tête comme ça, quoi. Voilà. Et ça s'organise comment logistiquement? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est à vos frais? Alors oui, donc déjà, à la base, oui, c'est complètement à nos frais. Donc sur nos deniers personnels qui étaient plus que restreints. J'imagine. Voilà. Donc on avait dit, bon, bah, on va passer par la Russie, naturellement, donc des frais de visa. Et, prévoir les billets d'avion, le matériel militaire. Donc Nicolas Perovic et moi-même, on était deux anciens militaires, on a été dans l'armée française, lui était au 13e bataillon chasseurs alpins, moi au 3e régiment parachutiste d'infanterie de marine.
Donc on s'est dit, bon, pour préparer tout ça, il va falloir prévoir du matériel militaire. Donc on a prospecté à droite à gauche parmi nos anciens contacts pour équiper les deux autres. Ensuite, pour les visas, on a fait toutes les agences de visas pour avoir les moins onéreuses possibles. Après les billets d'avion, la même chose. Et on arrive, alors il me semble, au mois de juin à Rostov-sur-le-Don, avec un minimum de contact, avec tout ce qu'on a pu avoir comme contact qui semblait... on ne savait pas vraiment si les personnes étaient sûres de nous amener dans le Donbass. Donc au début, les gens chez qui on atterrit ont cru, bon, parce qu'il y avait toujours ce problème de la langue en plus. Oui, parce que vous parlez... Toi, tu parles russe, par exemple? Alors, absolument. Alors, le problème de la langue, au début, c'était Nicolas. Il est d'origine serbe, et le serbe et le russe sont très proches, donc il arrivait à les comprendre. Guillaume le Normand parle très bien anglais, et moi et Mika, on n'était pas les plus doués pour les langues étrangères, ça viendra plus tard. Et donc on arrive à Rostov-sur-le-Don, et au début, ils nous ont pris pour des humanitaires. Ils ont dit, mais ils disaient, les Françaises, et au début, et c'est qu'au bout d'un certain temps, ils ont compris qu'on était là pour prendre les armes aux côtés des milices russophones. Et là, on atterrit au sein d'un réseau, où on est mis dans une maison, et là, on voit les premiers, parce que Rostov-sur-le-Don servait à l'époque de base arrière. C'est à la frontière ukrainienne, c'est voilà, ça, d'accord. Ouais. Et curieusement, à l'époque, ça servait à la fois de base arrière pour les milices russophones, et également pour le Pravi Sector, qui avait également ces éléments là-bas. Oui. D'accord, Pravi Sector, donc les éléments ultranationalistes, on va dire nazis quasiment, ils se cachent pas de leurs parce qu'en juin, alors c'était en juin 2000... Oh non, c'était en 2014. Oui, 2014. Oui. 2014. La frontière avec la Russie n'était pas totalement tenue par les milices russophones. C'était encore l'armée ukrainienne qui tenait certains endroits de la frontière. Donc ça servait à la fois de base, Rostov-sur-le-Don, de base arrière pour les pro-ukrainiens et pour les pro-russes. Donc dès qu'ils ont compris qu'on voulait prendre les armes, ils nous ont mis vite fait dans ce qu'on pourrait appeler entre guillemets en planque pour éviter qu'on s'affiche trop en ville et qu'il nous arrive des bricoles, que ce soit avec les autorités locales qui étaient sur les dents parce qu'il pouvait y avoir des risques d'affrontement dans la ville et même nous-mêmes qu'on se fasse enlever, la situation était assez chaude à l'époque. Là, j'ai eu l'honneur de rencontrer déjà des vétérans de cette guerre qui revenaient se réorganiser à Rostov-sur-le-Don, dont un fameux sniper serbe qui est très connu sur les réseaux sociaux par ses exploits militaires, Deki, le premier volontaire serbe dans le Donbass et qui était un très grand guerrier et qui est toujours actuellement dans le Donbass. Hein. Pour sa petite histoire, donc pendant les guerres d'ex-Yougoslavie, il y a eu des volontaires russes et il avait fait la promesse que le jour où le monde russe sera attaqué, il viendrait se porter, rendre l'appareil. Et il a tenu parole. Dès que le conflit du Donbass a éclaté, il est allé, et il travaillait déjà en Russie, il allait prendre son fusil de sniper et puis il allait se battre là-bas. Donc déjà quand même, c'est un peu, on va dire, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire vous arrivez là-bas à Rostov, c'est l'aventure dès le début. Voilà, j'ai envie de dire, oui, déjà ça commence, c'est dangereux, il faut vous cacher, c'est pas forcément, c'est l'aventure, comme tu dis. Et alors là, qui vous fait passer la frontière? Alors on a eu des épisodes assez rocambolesques parce que les autorités russes sont très légalistes. Il ne faut pas fantasmer l'aide russe aux volontaires internationaux. Dès le début, on a été bloqué par les autorités russes. L'organisateur du réseau de volontaires russes, c'était des volontaires russes, donc ils n'avaient pas de problème pour passer la frontière. Regarde nos visas, nous fait, écoutez les gars, il va y avoir un problème. Parce que nous, on avait pris des visas très courts, on n'avait pas l'argent pour se payer des visas d'1 mois, 2 mois. Et puis ça demandait trop de formalités ou de papiers à fournir pour avoir des visas pour la Russie. Essayez de faire des visas pour la Russie, vous allez voir à quel point c'est une galère administrative. Donc on a pris des visas de 15 jours, on s'est dit en 15 jours on peut franchir la frontière. On a dit écoutez les gars, pour l'instant la frontière n'est pas du tout sécurisée, je suis obligé d'attendre pour le moment pour faire passer mes gars et vous aussi vous allez devoir attendre. Simplement il a dit vous allez être illégal en Fédération de Russie là, et ça c'est pas bon du tout. Il m'a dit je vous conseille de retourner à l'ouest et de faire des meilleurs visas. Donc nous on a perdu au moins 1 mois à retourner vite fait, pas un pays comme la France, dans un pays occidental, refaire des visas pour repartir. Manque de chance, deuxième fois qu'on arrive à l'aéroport en Russie, les autorités russes, je ne sais pas pourquoi, ont laissé passer Nicolas, Michael et Guillaume, et moi,
peut-être la barbe ou je sais pas. Peut-être de Tchétchène. Non mais sûrement, mais peut-être. Et il me laisse pas passer du tout. Et Guillaume et Mika, par solidarité, essaient de dire et d'expliquer aux douaniers et des Russes, oui, mais non, il était avec nous. Ils se font aussi prendre. Et nous, ils nous laissent pas passer du tout en Russie. C'est-à-dire là en plus à quoi, Moscou, ça Ouais, l'aéroport international de Moscou. Ah ouais, d'accord. Donc pour nous, hop, retour dans un pays occidental. Avec le visa refusé. Alors là, on s'est dit c'est pas possible. On a tellement mis de moyens, de sueur et tout ça. Et ben on a dit on va tenter au culot. On va passer par l'Ukraine. Donc et puis, vu qu'il fallait pas de visa pour Kiev, on a pris l'avion pour Kiev. Kiev, après, on a traversé l'Ukraine en bus. Et bon, juste la dernière partie, c'était un peu chaud. On voulait prendre le train pour Donetsk, comme avaient fait les deux antifascistes espagnols. Eux aussi étaient passés par l'Ukraine et avaient pris le train pour Donetsk. Parce qu'à l'époque, le train fonctionnait encore, ainsi que les bus. Bon, le train, on n'a pas pu... Alors, je me rappelle plus la ville, il y a des noms de villes, j'ai complètement oublié. J'aurais dû noter sur mon carnet de voyage. Donc, le train s'arrête à peut-être une vingtaine ou une trentaine de kilomètres de Donetsk. Là, du fait des combats. Et là, on se dit à nouveau, oh non, ça va pas être possible. Donc, on doit refaire un bond d'au moins d'une quarantaine de kilomètres en arrière pour prendre un bus et essayer de franchir les lignes par les blocs-postes. Donc, ça veut dire franchir les blocs-postes ennemis plus les blocs-postes amis. Donc là, on s'est dit, si jamais ils fouillent un peu nos sacs ou... Est-ce que vous avez quoi, du matériel militaire avec vous quand même? Non, on avait essayé d'enlever un maximum de matériel militaire, de rien... de se faire passer pour des étudiants en histoire. Bon, Guillaume peut passer pour un étudiant, mais moi-même et Mika qui avions un autre physique, c'était un peu plus... C'était pas très cohérent comme histoire. On est vraiment allé au culot et au petit bonheur de la chance. Et finalement, déjà, ce qu'on avait pu observer en passant les blocs-postes ennemis, c'est que l'armée ukrainienne était épuisée, qu'ils faisaient finalement pas plus leur travail que ça, c'était les conscrits, qu'ils étaient voire même sympathiques, c'était l'armée de la conscription et qui laissaient passer. Et puis on voyait très bien qu'ils avaient des cernes et qu'il y avait déjà un ras-le-bol. Là par contre, on arrive au premier bloc-post séparatiste à Donetsk. Il me semble qu'il était tenu par le bataillon Vostok, un bataillon qui était déjà très connu, on va dire. Et là, de changement tout de suite de ton, les gars ils avancent, très sûrs d'eux, ils contrôlent vraiment beaucoup. On se dit, il y en a qui ont la motivation et en face ils ont vraiment pas le moral. On s'était déjà fait cette remarque avec Guillaume, je me rappelle. Donc on arrive à Donetsk et on avait pu décrocher un contact. Donc là, c'est les contacts de contact qui disent vous donnez tel mot de passe et une milice va venir vous récupérer. Et là on atterrit dans une milice qui s'appelle Unité Batia, qui dépendait de ce fameux bataillon Vostok au niveau administratif. Et là aussi on nous posait des questions, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? C'était curieux pour eux, mais... Oui, de voir débarquer des Français. Oui, des Français, mais vous voulez être payés, vous voulez vous battre pour quoi? On disait non, on ne veut pas être payé du tout, nous sommes pas venus pour de l'argent, nos motivations sont politiques, nous sommes venus comme simples volontaires. Après, Guillaume explique, oui, Victor a l'expérience militaire, on attend un autre Serbe qui va arriver. Parce que Nicolas, lui, c'était entre autres, vu qu'il avait pu passer à nouveau par la frontière russe, il avait pu atterrir ailleurs. Je crois qu'il a fait un petit tour par Slaviansk avant de venir à Donetsk. Il faudrait que je repose la question. Et il nous a rejoint plus tard. Et là, ils ont commencé à comprendre que oui, ils pouvaient nous utiliser à la fois militairement et aussi au niveau de la communication. Qu'effectivement, les volontaires étrangers permettaient de mettre en avant leur combat. Surtout à l'ouest, où les médias faisaient complètement l'impasse ou parlaient très mal de la cause russophone. Tout à fait. Donc, vous arrivez là-bas et vous, donc, finalement, vous êtes quoi? Vous êtes intégré, présenté donc à cette rébellion? Dans une milice. D'accord. Dans une milice, voilà. Et de suite, ils ont compris l'impact médiatique que ça pouvait avoir de présenter les Français dans le Donbass. Parce que quand c'est les Français, déjà les miliciens disent « Ah, Françoise, la France, c'est très bien ». Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que la culture française dans le monde russe, ils la connaissent. Ils connaissent tous nos auteurs par cœur, ils adorent la chanson française. Alors autant la vieille chanson française que la chanson française moderne. Hein, ouais, d'accord. Mireille Mathieu, on sait que c'est une star en Russie. Non, mais tout le monde est... Patricia Cass, etc. Laurie et Alizé, c'est aussi des stars en Russie. D'accord. Voilà, quand je dis qu'ils aiment la chanson française, c'est la chanson française, la vraie chanson française et la culture moderne. D'accord, ok. Ils aiment tout ce qui est français. Alors ils disent D'Artagnan, Victor Hugo, on voit des miliciens du Donbass nous parler de la culture française, ils la connaissent mieux que les Français. Ça c'était une grosse surprise. Donc alors quand ils ont... Vous êtes bien accueillis alors quand même. Oui, et puis surtout c'est que on avait deux militaires, Nicolas et moi, et puis
C'était les milices populaires à l'époque, donc très mal armés avec des SKS, des fusils qui datent de la guerre d'Indochine, des vieux fusils, quelques AK-74 et très peu de soldats professionnels. Et les rares soldats professionnels qu'il y avait, c'est qu'ils avaient eu l'expérience militaire en Tchétchénie. Voilà, donc c'est les milices populaires, donc ils ont besoin de gens compétents. C'est un peu l'armée mexicaine, enfin. Oui, ils avaient mis la main sur un vieux stock de l'armée soviétique. De l'armée soviétique, la dernière guerre. Tu sais, avec les derniers pistolets mitrailleurs, avec les chargeurs comme ça. Là. Et bien voilà, c'est un niveau militaire très hétérogène. Et puis tous les âges. Je me rappelle, cette première milice, elle était très émouvante. On voyait le vieux milicien avec son SKS et le jeune mineur de 14-15 ans, lui aussi. Et puis certains anciens parachutistes russes, enfin ukrainiens, qui ont parti au VDV de l'Union soviétique et qui venaient là défendre leur peuple. Donc niveau militaire très hétérogène. Donc Nicolas et moi-même, à l'époque, on était très bienvenus. Guillaume et Mika devaient être formés le plus vite possible par nous-mêmes. Mais ils avaient vraiment besoin de gens compétents. Compétents. Oui. Donc vous avez fait quoi? Vous avez participé, alors au début, c'est quoi? Vous participez à des opérations, de la formation? Alors au début, ça a été, vu que c'est des milices et que c'est pas du tout structuré, on va dire que c'était entre guillemets un peu n'importe quoi nos premières missions. À la fois des missions de police et des missions de reconnaissance. Donc je me souviens d'un épisode assez farfelu. C'est la police qui essaie de se structurer, la police de la République populaire de Donetsk, nous dit, écoutez, dans tel bâtiment, il y a apparemment 8 pro-ukrainiens armés, il faut y aller, c'est du renseignement civil, on n'est pas bien sûr. Par contre, on n'a pas du tout de gens compétents pour faire, parce que c'est du domaine du combat en localité, enfin comme les jeux IPM et tout ça, allez-y. Donc on essaie de leur faire comprendre qu'il faut un plan, qu'il faut des appuis, tout ça. Ça tenait plus l'ordre, on va dire, de la désorganisation qu'autre chose. Ils écoutent pas du tout nos directives tactiques, tout ça. Donc on pénètre enfin dans le bâtiment et finalement on se rendait compte que c'était juste un milicien qui avait gardé son arme pour chez lui, tout ça. Enfin au début, on se demande à quelle sauce on va être mangé. Ouais. Et puis après, sérieusement, ils nous disent, bon écoutez, notre milice va être affectée à la bataille de l'aéroport de Donetsk et on va avoir besoin de vous les gars, réellement. Donc Nicolas et moi-même on commence à faire des patrouilles de reconnaissance, tout ça. Et malgré le fait qu'il y avait un très bon ancien parachutiste ukrainien qui encadrait la milice, Nicolas et moi on se rend compte qu'en fait réellement le niveau militaire est tellement hétérogène qu'on risque réellement notre peau à combattre avec eux au sein d'eux, vraiment avec eux. Et qu'ils ont des très vieilles méthodes de combat qui datent de l'Union soviétique et qui ne sont pas du tout celles enseignées par l'OTAN ou l'armée française. Et que même la tactique laissait plus à désirer les infiltrations de nuit, tout ça. On se disait non, si on continue comme ça, on va se prendre réellement des balles pour rien et c'est pas le but. Donc Nicolas et moi, on prend une décision, on se dit bon, on prend le risque, on retourne à Rostov-sur-le-Don, on fait un appel internet et on va mobiliser des volontaires serbes et français. Donc là est réellement partie l'idée de constituer la brigade internationale et surtout d'essayer de se battre de manière autonome, c'est-à-dire toujours dépendre du commandement militaire de la milice, mais que nous autres, les Occidentaux, nous ayons notre propre façon de travailler. Parce qu'on disait ça va pas être possible, déjà la langue, même si Nicolas comprenait, c'était quand même une barrière, donc on s'est dit on va prendre des gens qu'on pourra former nous-mêmes et avec qui on pourra se comprendre. D'accord. Voilà. Là est le lancement de notre propre brigade internationale. Donc vous faites des appels, donc vous retournez à Rostov. À Rostov, au grand. Alors c'est dangereux aussi quand même. Alors très dangereux parce qu'on se met en porte-à-faux avec la Fédération de Russie. Oui, mais voilà. Oui. Donc t'es clandestinement. Parce qu'en plus clandestinement, t'as pas de visa. Alors visa, puis Guillaume, Michael et moi. Déjà est expulsé de la Fédération de Russie. Oui, en plus vous êtes expulsé, vous êtes déjà cramé entre guillemets. Fallait surtout pas se faire prendre. Fallait surtout pas. Donc on franchit la frontière illégalement. On manque de se faire prendre par les autorités russes. C'est encore une aventure pas possible. On arrive enfin dans ce qu'on appelle en termes militaires un contact partisan qui nous loge en planque dans un immeuble à Rostov. Ils appartenaient à la mouvance eurasiste d'Alexandre Douguine. Et là, ils nous disent, bon, ben, faites votre appel aux volontaires et puis on va vous mettre dans une milice qui pense comme vous, qui eux aussi sont partisans de la Grande Europe, de Brest à Vladivostok. Vous allez voir, c'est une milice politique, ce sont des soldats politiques et tout ça. On vous dit, bah, très bien. Donc, on lance un appel aux dons pour pouvoir financer tout ça.
Donc les volontaires français arriveront bien plus tard, et avec les dons, on paye des billets d'avion aux volontaires serbes. Mais on paye juste les billets d'avion, on leur donne pas de salaire ni rien, on leur dit bien on vous paye les billets d'avion, mais après il n'y aura plus rien. Et là, ça a eu un succès phénoménal en Serbie. La brigade internationale franco-serbe a eu un succès phénoménal en Serbie. Et les nationalistes serbes ont élu à main levée Nikola Perović, commandant des Serbes dans le Donbass. Ils l'ont élu. Voilà. Donc lui, il a été porté par tout un peuple, tous les mouvements nationalistes élisent Nikola Perović commandant des Serbes. Donc c'est une responsable du mouvement Zavetnici qui dit bon écoute Nicolas, désormais tu es responsable des Serbes dans le Donbass, tu as une tâche très importante. Et effectivement, de suite les volontaires serbes arrivent, 4-5, puis après ils se retrouvent une bonne dizaine. Mais pour une brigade internationale, on le verra, juste une vingtaine, c'était déjà énorme. Donc on a nos Serbes. On a un autre camarade français qui nous rejoint, Renaud, et on part, ce petit groupe. Alors là, on change de front, on va plus du tout à Donetsk, on va à Alchevsk, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres, si je me trompe pas, de Lugansk. Vous allez chez Prizrak. Chez la brigade Prizrak, ce qui veut dire fantôme, du commandant Alexei Mozgovoy. Donc qui était très réputé à l'époque, très soldat politique, qui voulait faire vraiment lui, réellement la synthèse du socialisme et du nationalisme orthodoxe. Donc on arrive dans cette brigade Prizrak, donc ils nous laissent carrément un étage pour nous, ils nous disent bah écoutez, attendez d'autres volontaires et commencez à vous entraîner. Donc si je me souviens bien, on prend l'entraînement en main. Et puis ce qui était amusant, c'est plus on s'entraînait, plus on avait des Russes avec nous, qui voulaient apprendre avec nous. Donc on a formé la Russe. Vous formez aussi des Russes? Oui, parce que secourisme au combat, combat en localité, et toutes nos techniques, on a appris de l'armée française. Voilà. On dit, faut mettre. Bien sûr, je précise que c'était là en tant que volontaire. C'était toujours jamais de paye, jamais rien. Juste le minimum qu'on a à avoir dans une milice. C'était vraiment encore même si c'était la brigade Prizrak, c'était encore l'esprit milice à l'époque. Les armées plus tard, les milices plus tard se constitueront en armée. Mais ça viendra beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Même le commandement, on en parlera aussi pour savoir un peu comment tout ça s'organise. Voilà. Ouais. Donc Nicolas était officiellement le commandant de la brigade internationale, puisque vu qu'il était slave et qu'il parlait serbe, il prenait tout ça en main. Donc c'est lui qui va faire le commandement. Et entre-temps, j'ai pu récupérer des volontaires espagnols qui eux servaient au bataillon Vostok. Et ils me disent bon écoute, au bataillon Vostok on fait que du bloc-poste, c'est-à-dire tenir des positions, des barricades renforcées, ça ne nous intéresse pas. Est-ce que toi, tu as une meilleure mission à nous proposer? Je dis pour l'instant on s'entraîne avec les techniques de l'OTAN, donc si ça vous intéresse, venez. Et là, on reçoit les communistes espagnols. Et c'est là que j'ai trouvé que c'était très beau. On avait donc des nationalistes serbes, des nationalistes français, qui travaillaient main dans la main avec des communistes espagnols, au sein de la même brigade. Donc ça résumait bien notre combat, la synthèse des grandes idées du XXIe siècle pour faire un même front combat contre l'impérialisme. Voilà. C'est là que j'avais fait un article sur la nécessité de faire un compromis historique entre communistes et nationalistes. Enfin, un grand article qui a eu un grand succès et que l'a dénommé Daniel Bleitrack, si tu veux, qui est du PRCF, c'est une fraction du PCF qui avait déjà quand même pris position pour Odessa surtout, hein, et c'est là qu'elle a fait un article en me rentrant dans la gueule en disant ces gens-là, ces volontaires, c'est que des fascistes, des gens d'extrême droite, elle vous a roulé dans la boue, hein, sans voir qu'il y avait des communistes avec vous. Et Erwan, il a fait un autre article où il l'a roulé dans la farine. Voilà, bon. Donc il faut dire quand même que la gauche en général n'a pas du tout pris fait et cause pour le Donbass, pour ses volontaires, pour ce combat. Ouais, pas du tout. C'est bien. Parce que c'était vu quoi? Parce que c'était vu comme un combat de nationalistes. C'est ça qui les dérangeait. En plus, il y a eu au départ, hein, quand vous arrivez là-bas, il y a pas mal de journalistes. On vous voit vous exprimer. On dit ce qu'on pense. On dit oui, nous sommes des nationalistes français. Il faut voir ce qu'ils vous mettent derrière, les journalistes. Oui, c'est Guillaume, il était avec Ayoub, un troisième voix, ils ont retrouvé tous les passés militaires
militants, surtout voilà. celui de Guillaume et le mien. Donc on pensait très mal pour eux. Donc, Voilà. donc Et finalement, donc ils ont essayé la journaloperie au service de l'impérialisme, à essayer de vous marginaliser en vous traitant d'extrême droite. Voilà. Et puis, moi et Thierry Messant, on vous a soutenu. Donc maintenant, on nous accuse d'infiltrer l'extrême droite nationaliste avec nos idées d'extrême gauche. Bon, enfin, en fait, c'est tout le discours dont tu parlais, les islamo-gauchistes, les islamo-gauchistes pro-russes. Alors, tu vois, tout ça, ça fait une cuisine. Et donc, on finit par être haï, à la fois par l'impérialisme, bien sûr, mais aussi par la gauche institutionnelle qui nous vomit, quoi. Et cette gauche institutionnelle, on aurait pu penser qu'elle prenne ce train-là d'une brigade internationale, qu'elle se rejoue la guerre d'Espagne. Oui, parce que c'est ça. Alors, ça fait Mais tout de même suite pas, penser même à la pas. guerre d'Espagne. les Russes voyaient ça comme les brigades internationales de la guerre d'Espagne. De la guerre d'Espagne. Parce ouais. que alors là, on a eu de grandes discussions, de débats et voire même des invectives avec nos camarades nationalistes en France, parce que les russophones du Donbass ont vendu ça comme un combat antifasciste. Alors là, gros choc culturel pour tous ceux qui sont politisés à la fois en Russie, en France et partout. Le combat est-il un combat antifasciste? Est-il un combat nationaliste? C'est tout simplement un combat anti-impérialiste. Il faut comprendre, dans le monde russe et dans la mentalité russe, toute agression qui vient de l'Occident est qualifiée d'agression fasciste. Mais il désigne pas forcément le régime italien de Mussolini ou celui du maréchal Pétain et tout ça. Non, toute agression occidentale, et surtout capitaliste, est qualifiée généralement de fasciste. Voilà. Mais les antifascistes russes, ils défendent des valeurs patriotiques, voire même nationalistes dans les faits. L'idée de la famille, la pratique orthodoxe, le patriotisme, le culte du chef, les valeurs guerrières. Ce sont des valeurs que les nationalistes français mettent en avant. Mais ils affichent, ils ont une étiquette antifasciste. Donc, il faut bien comprendre la différence culturelle ou même la grille de l'histoire d'un pays. Chaque nationalisme a sa propre grille de l'histoire. Donc, c'est là où il y a eu une fracture au sein du milieu nationaliste français entre ceux qui étaient pro-russes et les pro-ukrainiens. On disait, mais vous combattez avec des antifascistes. Enfin, non, on combat avec un peuple qui a eu sa propre histoire. On ne peut pas nier le fait qu'il y a eu la Grande Guerre patriotique, et dans l'histoire russe, c'est une fierté nationale d'avoir battu les armées allemandes et tout ça. Ah oui. Mais les communistes n'ont pas pris. On aurait pu penser que les communistes disent bah tiens, ça c'est bien, une lutte antifasciste, qu'on aurait pu penser qu'au sein des communistes, il reste encore des nostalgiques de l'URSS. Les communistes espagnols, eux, étaient staliniens, par exemple. Les communistes espagnols. Mais il n'y avait pas de friction, donc des fois, quand ça parlait politique. Alors, on a eu. Alors, non, Andrés, que je salue, était très bien. Le responsable des communistes espagnols disait, écoutez, nous, pas d'idéologie avec vous. L'ennemi, c'est l'impérialisme, c'est l'OTAN, c'est les USA. Par contre, oui, heureusement qu'il y avait une discipline quand même, parce qu'entre Espagnols, après, on a eu 2 nationalistes espagnols qui sont venus. Les Espagnols avec leur sang chaud et tout ça, bon, heureusement qu'il y avait une discipline. C'était entre eux en plus. Ouais, parce qu'il y a aussi, on a reçu également un indépendantiste catalan. Oh, donc de l'Espagne, on a eu les nationalistes espagnols, les communistes espagnols, plus les indépendantistes catalans. Donc heureusement qu'il y avait des disciplines pour maintenir tout ça, mais on se retrouvait sur le fond. Mais c'est vrai que les nationalistes espagnols traînaient plus avec les nationalistes français qu'avec les communistes espagnols. Mais ils arrivaient comme... il y a pas eu de tentative de bagarre en tout cas. Dans tous ces gens qui viennent de l'extrême droite, de l'extrême gauche, des nationalistes, il y a quelque chose de nouveau qui se crée. C'est une espèce de chaudron où s'échangent des idées, peut-être. Il y a des débats, mais on reste quand même sur nos positions. C'est déjà beau quand même, parce qu'il faut se dire qu'en Espagne, les communistes et les nationalistes, ils y vont au couteau, ils y vont pas de main morte. Non, réellement. Et puis l'un des communistes espagnols, il avait eu son meilleur ami qui avait été poignardé par un nationaliste espagnol. Donc c'était déjà beau qu'ensemble on ait une unité comme ça. Donc vous avez réussi quand même à conserver... Mais quelle est la motivation de tous ces gens qui viennent d'horizons complètement
diverses, voire antagonistes. Le combat, justement, contre l'impérialisme et contre les USA et contre l'OTAN. Là-dessus, on était complètement d'accord. Tout le monde était d'accord là-dessus. Complètement d'accord. Là-dessus, il n'y avait vraiment pas de... Parce que, alors c'est ça qui est important, ça veut dire que la population russophone du Donbass, elle comprend parfaitement la grille de lecture de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que c'est une agression de l'OTAN, des États-Unis sur l'Ukraine. Parce que ça, c'est quelque chose que, du côté occidental, avec on va dire la propagande médiatique, c'est une agression de Poutine, avec la. Oui, voilà. C'est une agression de Poutine. Non, mais c'est ça. Moi, les journalistes, quand ils venaient m'interroger à Donetsk, oui, vous êtes le mercenaire de Poutine. Qu'est-ce que vous pensez de Poutine et tout ça? Écoutez, au niveau géopolitique, il est très très bien. Mais au niveau politique intérieur, c'est aux Russes de nous répondre et nous sommes peut-être pas forcément d'accord avec lui, nous qui sommes épris de justice sociale et de socialisme. Par contre, effectivement, en Occident, c'était présenté comme l'agression de Poutine, les mercenaires de Poutine, l'armée russe dans le Donbass. On aurait bien aimé qu'elle y soit, l'armée russe. Oui, parce que alors ça, voilà. Oui, voilà, il y avait le rôle de la Russie, souvent. En Occident, on nous explique, ce sont les Russes qui arment, qui financent, et limite, voilà, ce sont des militaires russes. On a voulu nous faire croire, d'ailleurs, à beaucoup de moments, il n'y a que des Russes des militaires combattent. russes. Or, toi, tu nous confirmes que non, c'est beaucoup plus différent que ça. Ah non, il n'y a pas du tout d'armée russe dans le Donbass. L'armée nationale russe. Je suis russe. sûr que les gens, ils auraient bien aimé qu'il y en ait de l'armée russe là-bas. Les volontaires, les milices, complètement. J'aurais aimé. Ça aurait évité beaucoup, on va dire, entre guillemets, d'erreurs ou de. L'armée. Mais alors, pour ce qui est des armes, alors au début les armes c'était des armes trouvées, volées à l'ennemi, prises dans d'anciens stocks de l'Union soviétique. Moi-même, le premier temps que j'ai fait à Donetsk, j'avais 2 chargeurs pour mon AK-74. Mes camarades militaires qui sont encore dans l'armée savent très bien qu'on va pas au combat avec 2 chargeurs, ça s'appelle du suicide. Mais on faisait avec les moyens du bord. On nous avait dit, vous, parce que vous savez faire, on va vous donner des AK-74, sinon vous aurez eu des SKS comme tout le monde. On vous donne un fusil moderne parce que vous savez vous en utiliser. Mais 2, il y avait un autre volontaire français qui lui s'était pas fait connaître et qui était franco-russe, qui lui aussi avait... Mais lui, il a une autre histoire. Il m'avait raconté qu'il avait eu une arme démilitarisée et qu'il avait dû refaire un percuteur pour pouvoir remettre Et lui, entre-temps, il avait été blessé. Enfin, au début, c'était la guerre bout de ficelle. Et il y a seulement plus tard que oui, effectivement, même le président Poutine avait reconnu qu'il allait donner des armes légères dans le Donbass parce qu'il en avait besoin. Mais il n'y a jamais eu d'envoi massif d'artillerie, de tanks et tout ça, c'est faux. Puis jamais d'armée russe, sinon la situation aurait été complètement différente dès le début. Il n'y a pas eu d'avion, d'utilisation de l'aviation, non. Puis, de toute façon, il faut le dire, avec tous les drones qu'il y avait de l'Occident, les drones ukrainiens ou les drones américains ou je ne sais quoi. Ah oui, donc ça c'est un des drones français. Parce que j'ai eu. Faut le prouver ça aussi. Faut le prouver. Oui, mais moi j'ai eu un témoignage d'un militaire qui est dans le Midi, là, à Draguignan, là, tu vois, sur le polygone. Ouais, mais un drone peut-être une fois, parce que j'ai entendu. Et il y a un régiment français de drones qui est parti en Ukraine. Ouais, mais ça veut pas dire qu'ils ont envoyé leurs drones non plus. Parce qu'il faut quand même être très honnête sur cette guerre. On a beaucoup parlé aussi de spécialistes, de mercenaires envoyés et tout ça. J'y reviendrai tout à l'heure. Il y a peut-être. Ça m'étonnerait qu'on ait. Parce que je connais les drones français, ça m'étonnerait qu'ils aient volé dans le Donbass. Alors ça veut dire quoi? Il y avait des drones partout, donc les. Alors pour ce qui est dire, c'est simple, pour réellement prouver qu'il y avait l'armée russe, de toute façon les drones ukrainiens étaient le long de la frontière russe, et si jamais il y a eu réellement passage de centaines de tanks avec les bataillons russes, ils l'auraient vu de suite et ils auraient montré de suite les images au monde entier, regardez, c'est l'armée russe, c'est l'armée russe, et en fait ils montraient plus souvent des convois humanitaires où quand ils les fouillaient, il n'y avait pas d'armes du tout. Voilà. Non. Par contre, les drones étaient bien là, ukrainiens, pour assurer que l'armée russe ne franchisse pas la frontière. Parce que l'armée russe, elle était par contre à la frontière, prête à intervenir si l'armée ukrainienne débordait sur la frontière. Ce qui ça s'est fait d'ailleurs. L'armée ukrainienne, de temps en temps, où les combats, surtout les premiers combats, vu que c'était très proche de la frontière, ça arrivait que ça déborde sur la frontière. Parce qu'il y a eu des tirs à un moment donné sur des villages russes de l'autre côté. Oui, voilà. Donc là, l'armée russe était là pour protéger sa frontière. Il y a des Ukrainiens qui ont été réfugiés en Russie. Oui, là. Donc il y avait quand même. Ils ont été passés le long de la frontière. Mais c'est normal que l'armée russe soit le long de la frontière. C'est le conflit. N'importe quel chef d'État aurait fait ça. Faut pas dire que Poutine veut mettre la pression. Pas du tout. Il protège sa frontière. C'est pour ça qu'il servait de l'argument de dire ils préparent la guerre, ils sont là, etc. Alors qu'en fait, il faisait que protéger la frontière. Puis quand c'est l'armée de la République de la
DNR qui a pris la frontière, il a fait reculer. Mais dès qu'il sent que c'est chaud pour nous, il avance son armée, tout comme bon chef d'État devrait faire. C'est tout à fait normal de mettre son armée près d'une frontière où il y a un conflit. Il y a un conflit. Ça s'appelle de la logique. Ouais. Oui, donc la frontière sécurisée par l'armée russe. Mais au niveau du commandement de toutes ces milices, parce que là, là, on y vient. Alors, 6 milices. Alors, il y a des milices par exemple, la milice Oplot qui a donné naissance à la guerre républicaine. Au début, Oplot, c'est juste un club de boxe et même de MMA. Et puis, ils ont décidé de se structurer en milice. Donc, ça fait milice. D'autres, faut le dire ce qui est, c'est des oligarques locaux qu'on paye des milices pour protéger. Au début, c'est un intérêt tout à fait pécunier, leur propre bâtiment. Ensuite, c'est des milices politiques comme Variag, comme le bataillon Prizrak du commandant Mozgovoy, comme ceux qui sont sous le commandant de Strelkov. Tout ça, c'est des milices politiques avec des idées qui ne combattent pas que pour défendre leur peuple, mais aussi pour promouvoir les idées de la Nouvelle-Russie, du Donbass et de la Novorussia. Parce que en même temps que les milices se lèvent, on commence à lancer de nouvelles idées politiques. L'idée de la Novorussia, la synthèse du socialisme avec la tradition orthodoxe. Et là naît le drapeau de la Novorussia qui a été créé par Pavel Goubarev, le drapeau à la croix de Saint-André, donc la tradition orthodoxe, sur le fond de la justice sociale du drapeau rouge. Voilà. Oui, parce que si tu veux, rappelle-toi, tu es intervenu à une conférence de presse à Paris où on avait Pavel Goubarev intervenait par Skype et toi t'avais enregistré quelque chose. Ouais. Et là Pavel Goubarev avait bien expliqué ce que c'est que la Novorussia. Moi j'ai refait un article repris par Volternet pour expliquer que j'en ai même parlé ici que la Novorussia c'était une synthèse entre les idées révolutionnaires, parce qu'il y avait le drapeau rouge de la Commune de Paris, des idées anti-oligarques, des idées populaires, avec la tradition russe représentée par la croix de Saint-André bleu, Saint-André qui est le fondateur de l'église de Constantinople, et l'église de Constantinople qui, elle, a évangélisé la Rousse, c'est-à-dire l'Ukraine. À l'époque, ce n'était que ça. C'était dû au fait que la Rousse a été créée par les Vikings, les Varegs qui descendaient le Dniepr, et qui descendaient le Dniepr justement pour aller commercer avec Constantinople. Donc il y avait, entre Constantinople et Kiev, il y avait toujours par ces fameux Rousses, des Varegs, des allées-venues. Et c'est comme ça que les Slaves des Varegs slavisés, parce qu'ils ont commencé à se mélanger avec les Slaves du coin, se sont convertis à l'orthodoxie. Donc pour les Russes, Saint-André, c'est quelqu'un qui est extrêmement important. D'où cette synthèse, ce syncrétisme, pour parler savamment, ce syncrétisme entre la tradition et la révolution. La révolution, c'est pas la révolution, c'est la défense contre l'impérialisme, contre les oligarques. Parce que c'est ça que j'ai. Voilà. C'est ça qui est important, parce que j'ai le sentiment. Donc, ça, c'est novateur. On va dire les principes et cette idéologie née de la révolution russe, c'est-à-dire de l'Union soviétique, elle est très implantée. Alors le Donbass, c'est une terre historiquement prolétaire. Il y a quand même les chartiors, c'est une terre de mineurs, donc une terre fertile aux idées sociales révolutionnaires, complètement. Et effectivement, oui, les idées, beaucoup affichaient la faucille et le marteau. Mais on me disait, oui, mais tu te bats aux côtés des rouges et tout ça. Non, c'est en fait, ils assument, le peuple russophone et le peuple russe assument leur histoire. C'est un peuple qui assume leur histoire. Ils ne sont pas comme nous avec une vision partisane de l'histoire, qu'on appartienne à la rive gauche du pays ou à la rive droite. Ils assument à la fois le tsarisme et l'époque de l'Empire, et puis l'Union soviétique. Parce que pour eux, l'Union soviétique, c'était l'époque, la période où ils étaient une puissance géopolitique, où ils en imposaient au monde. C'était une époque aussi où il y avait moins de misère sociale, où tout le monde avait au minimum un appartement. Il n'y a pas que du mauvais, quoi, en fait. Ah non, ça, c'est nous qui voyons ça avec notre œil occidental, l'empire du mal, etc. Non. Mais du côté soviétique. Mais même les Russes, on se promène dans Donetsk. Il y a une statue de Lénine, et en face, il y a une église orthodoxe. Et les deux sont aussi importantes l'un que l'autre, la statue et l'église orthodoxe. Le Russe assume son histoire dans
toute sa D'accord, il arrive à faire une synthèse que oui, voilà. on a du mal à nous, comprendre. en tant que Français, on n'arrive pas du tout à comprendre. Faut pas oublier la guerre, parce que la guerre a permis de cimenter, si tu veux, ce peuple-là, puisque la guerre en Ukraine a été terrifiante. Tu parles de la Seconde Guerre mondiale quand tu dis la guerre. Ce qu'ils appellent la Grande Guerre patriotique. Ça a été extrêmement terrifiant. Les nazis qui ont été secondés par les bandéristes, et Stepan Bandera, se sont conduits de la façon la plus violente qui soit, à tel point que les violences commises par les bandéristes ont été classifiées par l'Union soviétique, gardées secrètes, pour que, ils se sont dit, si on divulgue tout ça, les gens, ils vont massacrer tout le monde, enfin, il va y avoir une guerre civile, parce que c'était tellement... Les Allemands étaient eux-mêmes terrifiés parce que par comment les bandéristes se comportaient. En plus, c'est eux qui sont à l'origine de la Shoah par balle, parce que c'est une région, l'ouest de l'Ukraine, c'est une région à très haute densité juive, qui est le Yiddishland. Le Yiddishland qui part de la mer Baltique et de la Lituanie, d'où sont originaires mes grands-parents. C'est toute une bande, Biélorussie, un peu Pologne, et qui descend. C'est une bande qui fait à peu près 500 km de profondeur et qui va de la mer Noire à la mer Baltique. Voilà, ça c'est le Yiddishland avec les shtetl et une densité de présence de population extrêmement dense. Qui parle le yiddish, c'est-à-dire c'est une langue allemande. Oui, c'est une espèce d'allemand le yiddish. Qui s'écrit avec des lettres hébraïques. Et donc les bandéristes commencent le massacre des Juifs, ce qu'on appelle la Shoah par balle. C'est-à-dire qu'ils vont dans les shtetl, ils tirent les gens, ils les mettent au bord d'une fosse, et puis ils leur tirent une balle dans la tête. À tout le monde. Voilà, puis ils les poussent dans les trucs. Et ils massacrent aussi les Polonais. Tu vois, donc ils sont très anti-polonais les Polonais ont été massacrés à peu près comme les Juifs, quoi. Et puis après, ils se retournent contre la population russophone, c'est-à-dire que c'est extrêmement violent. En plus, il y a eu des combats importants parce que quand il y a eu la contre-offensive de l'armée soviétique, si tu veux, tout le monde se rappelle la bataille du saillant de Koursk. La bataille du saillant de Koursk, c'est pas loin de Kharkov. En plus, il y a eu la reprise de Sébastopol. Il y a eu des combats terribles sur Sébastopol et sur la Crimée. Et des combats absolument terrifiants. Donc les gens ont vécu la guerre dans cette région. Et puis il y a ce fameux... Il y a cette hauteur où il y a un monument. Oui. Tu vois, il y a un monument. Vers Donetsk. Oui, qui a été repris, et le monument a été complètement abattu. Cette année, c'était un lieu de commémoration très important. De commémoration. Et donc, les Ukrainiens l'ont pris, les Républicains l'ont repris, il y a eu beaucoup de morts autour, parce que de ce sommet, on pouvait aller voir jusqu'à la mer. Et donc, il y a ce vécu-là, qui fait que ces gens considèrent que ceux en face sont les fascistes, comme tu dis, ils se ramènent... Fascistes dans la définition que tu nous as donnée. Dans la définition, ils se remémorent la guerre patriotique, ils se remémorent la guerre patriotique, et pour eux, l'ennemi, c'est vraiment le bandériste, quoi. C'est le mec de l'ouest de l'Ukraine. Et d'où cette opposition qui s'est quand même exacerbée, et d'où cette façon dont les gens de sortir des drapeaux rouges et la foutre de marteau, et à côté le portrait de la Vierge, quoi. Donc, pour nous, ça fait curieux, pour nous Français. Oui, c'est un drôle de mélange. On va faire une petite pause de toute façon, puisque c'est l'heure. Si la oui, comme ça me permet de... Ouais, si je vois un bras, ça doit être bon. On fait la petite pause, et puis on revient juste après pour... cette entrevue très intéressante, et voilà, savoir un peu ce qui se passe du côté du Donbass, et on est vraiment content d'avoir des nouvelles. Voilà, en tout cas, voilà. T'as des questions ? Des questions, on verra en troisième partie, t'inquiète pas, ils ont l'habitude. Je vous demande juste, faites un effort sur l'orthographe. Merci, c'est pas du russe, voilà, s'il vous plaît. Parce que des fois c'est du russe, comment ils écrivent, c'est en russe. Mais bon, en tout cas, on fait la pause et on se rejoint juste après, à vous.